Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Couchbase. Dans cette vidéo numéro 9 dédiée à Couchbase, on va s'intéresser à la création de nos premiers buckets via l'interface graphique et via la CLI. On va commencer par l'interface graphique, c'est un petit peu le plus facile. Alors à côté, on a toujours donc notre cluster Couchbase avec 3 nœuds que l'on peut consulter donc soit via la ligne de commande Couchbase CLI et server list, soit sinon via l'interface graphique. On retrouve nos éléments ici. Donc pour créer un bucket, alors on va d'abord vérifier les settings. Dans nos settings ici, on voit qu'on a alloué pour la data par nœud 1024 mégabytes qui sont disponibles. Donc ces 1024, c'est autant de mémoire qu'on va pouvoir au maximum allouer pour un ou des buckets. Donc on va cliquer sur bucket ici et vous voyez que de base on n'a pas de bucket. Éventuellement, si vous voulez faire des tests, vous pouvez activer des sample buckets ici, hein, vous voyez que vous en avez plusieurs avec de la data. Éventuellement vous pouvez les activer. Nous on retourne sur bucket. Le fonctionnement, donc ici on a, on va dire, des modules, en tout cas des modules de l'interface graphique. Et quand on a des actions à passer dans l'interface graphique de Couchbase, c'est souvent en haut à droite ici. Donc on peut avoir un ou plusieurs éléments. Ici on a Add Bucket. Quand on clique sur Add Bucket, on va pouvoir ajouter notre fameux bucket. Donc on va l'appeler Xavkey1 par exemple. Et au maximum, on va pouvoir lui affecter 1024 mégas de RAM. Si on le réduit, bah, au final, c'est autant de RAM qu'on va libérer pour éventuellement d'autres buckets. Hein. Donc là, par exemple, je vais me mettre à 256 parce que je prévois d'en créer éventuellement d'autres. Derrière, on a le type de bucket qu'on a vu lors de la vidéo précédente, très important. Donc le MKHD est plutôt deprecated, donc ne pas l'utiliser. Je pense que c'est quand même plutôt une bonne préconisation. Et sinon, le type Couchbase et le type ephemeral. Donc pour bien voir la différence, donc souvenez-vous, hein, ephemeral, attention, il n'y a pas de persistance sur disque. Le type Couchbase, on assure la persistance sur disque, donc une meilleure fiabilité une meilleure persistance des données tout simplement. Donc derrière, quand on est sur un type Couchbase, on a, vous voyez, la possibilité d'ajuster certains paramètres qui vaut pour le coup de dérouler. Hein, quand on en est à ce stade, il faut le faire. Et on va pouvoir affecter, donc soit activer ou ne pas activer la réplication, donc avec la fameuse queue de réplication. Vous voyez qu'on peut mettre 1, 2, voire 3 réplicas. Alors attention, le nombre de réplicas doit correspondre à quelque chose d'intelligent par rapport au cluster. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 3 nœuds. Donc sur 3 nœuds, je peux avoir un réplica, je peux avoir 2 réplicas. Par contre, je ne peux pas avoir 3 réplicas, puisque j'ai 3 nœuds, un primaire plus 3 réplicas, ça me fait 4 versions de la donnée sur 3 nœuds. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, Couchbase nous dit, attention, tu n'as pas assez de serveurs pour pouvoir faire ce type de répartition. Ensuite, il nous propose de répliquer ou pas les vues des index. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas grande incidence, on ne va pas jouer dessus. Il y a la possibilité d'activer un TTL. Alors par défaut, il vaut mieux pas l'activer, sauf si on sait exactement ce qu'on fait. Mais en gros, vous allez pouvoir mentionner un nombre de secondes au-delà duquel les documents vont être supprimés du serveur complètement. Donc là, c'est quelque chose qui est à utiliser vraiment avec précaution, mais si vous êtes sur des types de données avec du temps et que vous voulez purger de vieilles données, vous pouvez le gérer de cette manière-ci. Couchbase le fera pour vous, donc ça peut vous éviter éventuellement de mettre en place des systèmes pour purger des crons ou des choses comme ça, quoi. Vous avez le type de compression qui est à des degrés différents, donc soit on peut désactiver la compression, soit on a un mode passif, soit on a un mode actif. Donc le mode passif, en gros, c'est la compression espace n'est pas une priorité, quoi, en gros. Donc du coup les documents sont stockés et Couchbase peut éventuellement compresser la donnée. Ce n'est pas forcément une extrême nécessité. En mode actif, par contre, là il va chercher vraiment à compresser les documents, y compris en mémoire, etc. Donc ça, c'est vraiment quoi, ça va vous permettre de gagner en espace, en RAM, etc. Ensuite, il y a la gestion des conflits. Donc là, c'est spécifique au Cross Replication Data Center, XDCR, pardon. Donc
Cross Data Center Replication, voilà, je vais y arriver. Donc ce principe-là, c'est quoi? C'est on va avoir deux clusters avec deux buckets, un bucket principal et une réplication de ce bucket sur le deuxième cluster. Ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, il risque d'y avoir des conflits. Et là, en gros, on suggère à Couchbase de gérer les conflits soit d'une manière, soit par le numéro d'ordre, soit par le timestamp. Alors là, vous voyez que Couchbase met une petite alerte. C'est-à-dire que si vous choisissez de le gérer par le timestamp, attention, vous avez intérêt à avoir une forte synchronisation au niveau du temps, donc de type NTP et autres, pour pouvoir gérer ça et avoir une vraie cohérence de vos données. Ensuite, on a le mode d'éjection, ça on en a parlé déjà plusieurs fois. Soit on choisit d'éjecter de la RAM uniquement les datas des documents, soit sinon on choisit d'éjecter la totalité du document, donc les métadatas plus le document de la RAM, donc ce qui fait gagner encore un peu plus d'espace. Les buckets priority, donc là en gros si vous avez plusieurs buckets au sein de votre cluster, ce qui va se passer c'est que il y a des actions qui vont être engagées par Couchbase au niveau du cluster. Ça permet de définir un niveau de priorité par rapport aux différents buckets sur ces actions. Ensuite on a la durabilité, donc là on y reviendra. On a différents types de durabilité, je vous en ai déjà parlé sur cette notion un petit peu de quorum finalement pour avoir une data valide ou non au niveau du cluster par rapport à ce qui est répondu, que ce soit en matière de lecture ou d'écriture. Donc on va avoir des systèmes à la majorité mais avec une persistance de la donnée et une majorité totale, quoi. Donc voilà, ça joue à la fois en mémoire, à la fois sur disque, donc sur différents paramètres et sur plusieurs serveurs. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez confortable, je dirais, parce que vous pouvez garantir la fiabilité d'une donnée, vous assurer que la donnée a été suffisamment de fois répliquée et écrite au niveau de votre cluster pour pouvoir répondre cette donnée quand des clients interrogent celle-ci. Par contre, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, plus le niveau de durabilité est élevé, plus les vitesses par exemple d'écriture ou de lecture peuvent être plus lentes. L'autocompaction, bah là vous pouvez activer un système d'autocompaction, donc ça va être un mode de défragmentation, défragmentation, pardon. Et vous pouvez donc définir vous-même les paramètres. Bon là il faut vraiment connaître quand même les choses. Et puis quand vous avez un bucket ou peut-être un jour vous avez envie de tout purger, bah à ce moment-là vous pouvez le faire avec le enable. Donc nous on va créer avec le flush, pardon. On va créer ce bucket, hop, voilà, et donc là, hop, voilà, ça va prendre quelques secondes, et voilà, on a notre bucket qui est disponible. Si on clique dessus, on a les éléments de synthèse de celui-ci, donc la taille en volume, en disque, pardon, et l'utilisation de sa RAM qu'on retrouve ici. Maintenant, on va s'intéresser à la partie donc CLI. Donc là, on retrouve les éléments, hein, vous voyez ici, la RAM disponible. Donc, on est sur 256 x 3, donc ça nous fait 768 mégas de disponible. C'est de là que sort le 768 qu'on retrouve ici. Hop. Donc bien sûr, on est sur 256 alloués par nœud. Donc si on reprend, donc si on clique sur Edit ici, hein, on va pouvoir revoir. On est à 256 par nœud, mégabytes par nœud. Donc x 3, on est à 768. Et vous voyez que déjà on en utilise un petit peu, puisqu'en fait il y a les éléments constitutifs de notre cluster. Éventuellement, vous voyez qu'il y a la possibilité d'accéder aux documents et de requêter donc les documents du bucket en question et les scopes et collections, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, on a créé un bucket via l'interface graphique. Maintenant, on peut en créer un via la CLI. Donc il nous suffit de prendre soit un des nœuds du cluster, soit avoir un client. Nous, on va prendre un des nœuds du cluster et on va faire un bucket create. Donc on va se mettre sur, mettons sur, alors je vais fermer cela. Voilà. On va se prendre, hop là, on va se prendre ça comme ça. Quoique, ouais, j'ai pas. Bon, c'est pas grave. On va faire un Couchbase CLI.
Et là on a dit bucket create. Donc lui il prend, vous voyez, pas mal d'options hein, quand même encore. Et on va retrouver tout ce qu'on a vu dans l'interface graphique, on va pouvoir le retrouver avec finesse dans la création via la CLI. Donc ça c'est très important. Donc on va, hop là. On va donc, première chose, dire à Couchbase, à notre CLI, sur quel serveur on va taper pour pouvoir réaliser notre opération, et on va lui indiquer le user et le password qui est associé. Donc ça c'est première chose. Ensuite on va indiquer le nom du bucket, donc comme ça, bucket, et là on va l'appeler Xavkey2, et puis derrière, eh bien on va pouvoir lui affecter bien sûr donc le type de bucket par défaut. On va pas remettre tous les éléments, toutes les configurations qu'on peut, mais le type de bucket bien sûr c'est indispensable, et le bucket RAM size, là on va partir par exemple sur du 128. Voilà, un tout petit bucket. Donc là on est toujours sur la RAM size par nœud au sein de notre cluster. Donc si on lance, on a créé notre bucket, on va le retrouver ici, il est en node pending, voilà, et là on retrouve bien nos éléments, x3, donc 126 x 3, on retrouve nos chiffres. Maintenant, on n'a pas créé de bucket de type éphémérole, on va regarder. Donc le type éphémérole, on va partir sur 128, voilà, méga par exemple, et donc là on retrouve sur le bucket l'utilisation, on est à 384, on clique sur éphémérole, et là on n'a pas tout à fait les mêmes options, vous voyez, et ça correspond à ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. On va pouvoir activer la réplication, pour le coup. Donc là, je vous ai déjà expliqué, la réplication, elle est intéressante parce que ça peut permettre de gérer l'espace en mémoire tout en ne perdant pas la donnée, tout en ne l'écrivant pas sur disque, dans une certaine limite, attention, hein, bien sûr. On a aussi la possibilité de setter un TTL comme pour le bucket de type Couchbase. La compression, donc en RAM, là, en full RAM, c'est plutôt intéressant quand même de l'activer. Le conflict resolution, donc là on est toujours en mode cross data center replication. Et là, c'est spécifique à Ephemeral, on a l'ejection policy, qui elle, soit on considère qu'on est sur no ejection, et dans ce cas de figure là, ce qui va se passer, c'est que si on essaye d'écrire et qu'il n'y a plus de disponibilité sur RAM, on ne pourra plus, le bucket va être bloqué et on ne pourra plus rien faire. Soit sinon, on considère que à ce moment-là, quand la RAM est pleine, il y a un système d'éjection qui se met en place. Les métadatas, la purge des métadatas, donc là c'était ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente avec les tombstones, quoi, en gros, c'est dès lors qu'on supprime des éléments de la RAM, on éjecte des documents de la RAM, les métadatas ne sont pas éjectés directement, elles restent un certain nombre de temps, et donc il y a un système de purge à fréquence régulière qui existe. Le bucket priority, ça on en a déjà parlé, on l'a déjà vu, la durabilité également, et le flush pareil. Donc là si je clique sur add bucket, voilà, j'ai le troisième bucket éphémérole qui arrive, et j'ai également les éléments. Désormais comme j'ai créé les buckets, si je vais dans dashboard, je vais avoir mes métriques qui commencent à arriver, et je vais pouvoir filtrer dans le dashboard soit une vue par cluster, soit une vue par service, et je vais pouvoir switcher de bucket en bucket. Vous voyez, Xavkey 1, 2, 3. Et éventuellement, donc là je suis sur tous les nœuds, les données statistiques agrégées sur tous les nœuds, et éventuellement je vais pouvoir cibler un nœud en particulier pour faire une analyse, éventuellement un diagnostic, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey.